Valérie Pécresse est l'invitée d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. On va parler dans un instant évidemment de la crise des migrants, des propositions de Nicolas Sarkozy. Mais juste avant, je voudrais pour commencer vous parler de ce qui se passe dans cette usine Smart, célèbre marque de voiture. C'est une usine en Moselle où les salariés sont appelés aujourd'hui à se prononcer par référendum sur un possible retour aux 39 heures. Voilà le débat qui n'en finit pas en cette rentrée politique sur la durée légale du temps de travail. Alors c'est ce que propose la direction, ce retour aux 39 heures en échange d'un maintien de l'emploi. Ça vous choque ou au fond, vous trouvez ça plutôt normal? Ben moi je trouve ça vraiment très bien qu'on reconnaisse que finalement c'est aux salariés de choisir et que c'est au niveau de l'entreprise qu'il faut choisir. Parce que toutes les entreprises sont dans des situations différentes. Vous avez des entreprises dans lesquelles il faut travailler davantage et vous avez des entreprises qui, parce qu'elles traversent des situations difficiles, peuvent demander temporairement à leurs salariés qu'on travaille un peu moins. Je pense que cette souplesse du temps de travail, c'est un atout supplémentaire qu'on donne aux entreprises pour s'adapter et pour surtout conserver de l'emploi. Et moi, le sujet aujourd'hui, c'est donner de la souplesse, conserver l'emploi. Et je trouve que la démarche de Smart est la bonne. Demander aux salariés ce qu'ils préfèrent. Choisir, finalement, son destin. Oui, enfin, la question, au sein de l'entreprise. La question, c'est quand même 39 heures ou la porte. Donc c'est une question qui est quand même difficile pour les salariés. C'est pas 39 heures ou la porte, c'est 39 heures où vous plantez l'entreprise. Choisissez. Est-ce qu'il faut aller carrément jusqu'à une suppression des 35 heures. Voilà un débat qui n'en finit pas. Vous-même, lorsque vous étiez aux affaires, c'est un débat qui vous a occupé. Moi, je suis vraiment pour le choix dans les entreprises. Je pense que c'est aux entreprises de décider. Je vous l'ai dit, il y a des entreprises dans lesquelles on a besoin de travailler davantage, des entreprises dans lesquelles on aura au contraire besoin de travailler moins. Je me souviens de Bosch en Allemagne qui avait fait un accord 32 heures pour maintenir l'emploi à un moment où les commandes étaient moindres. Il faut arrêter le dogmatisme, il faut arrêter le centralisme, il faut arrêter la suradministration, il faut laisser le choix aux Français et il faut aussi permettre que ce soit des accords gagnant-gagnant dans les entreprises avec les salariés. Nicolas Sarkozy était hier soir l'invité du 20h de TF1. Il est revenu sur sa proposition donc, de créer un statut de réfugié de guerre. On écoute l'ancien chef de l'État. Regardez. Le statut de réfugié de guerre dont je propose l'activation existe depuis 2001. Le statut de réfugié politique donne droit à un visa de 10 ans. Le statut de réfugié de guerre donne droit à un visa renouvelable d'1 an. Les mots ont un sens. Nous devons accueillir les réfugiés syriens. C'est notre tradition, c'est notre mission, mais ils ont vocation à retourner en Syrie lorsque la paix sera revenue en Syrie. Est-ce que vous soutenez cette initiative de Nicolas Sarkozy ? En réalité, c'est une distinction qui est intéressante, qui existe déjà. Puisque dans la Convention de Genève, vous avez les demandeurs d'asile qui ont droit à un visa de 10 ans et vous avez les bénéficiaires de ce qu'on appelle la protection subsidiaire, qui sont en réalité les réfugiés de guerre. Donc cette question, cette dualité des statuts, elle existe déjà dans la Convention de Genève, mais on pourrait la renforcer en disant que les réfugiés de guerre doivent avoir un droit à rester jusqu'à la fin de la guerre. Et je pense que ce serait une bonne distinction, mais en réalité, c'est pas le point le plus central aujourd'hui, me semble-t-il, de la question qui nous occupe. Aujourd'hui, la question qui nous occupe, c'est comment accueillir dignement les réfugiés. Et moi, je voudrais tirer un signal d'alarme, parce que tout notre hébergement d'urgence est totalement saturé, totalement thrombosé aujourd'hui. Nous n'avons pas un hébergement d'urgence à la hauteur. Et moi, je le dis, je pense qu'il faut renvoyer les illégaux chez eux pour pouvoir accueillir dignement les réfugiés dans la durée. Sinon, certes, aujourd'hui, on va ouvrir des nouvelles places dans l'urgence, mais à terme, personne n'arrivera à soutenir la facture durablement de ces hébergements d'urgence nouveaux qu'on va devoir créer. Donc il faut renvoyer les illégaux. Et si on ne renvoie pas les illégaux, notre système d'hébergement d'urgence, à un moment donné, va exploser. Il faut renvoyer les illégaux. Voilà une phrase qui va sûrement faire réagir aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Qui est-ce que cela concerne? Comment on fait? Mais il faut avoir une politique équilibrée. Aujourd'hui, nous avons... c'est singulier en Ile-de-France, nous avons la moitié des demandeurs d'asile qui demandent leur asile en Ile-de-France. Donc vraiment, la région Ile-de-France est vraiment emblématique de cette question de l'accueil des réfugiés. Sur ces demandeurs d'asile, vous en avez 75% qui vont être déboutés. Et sur ces 75% de déboutés, il y en a 1% qui rentrent chez eux. Alors à quoi ça sert d'avoir créé un statut? Non mais monsieur Toussaint, je vous le demande. À quoi ça sert d'avoir créé un statut de demandeur d'asile si c'est en réalité une pompe aspirante pour l'immigration irrégulière et que ça permet à des illégaux
des illégaux, des gens qui ne sont plus dans les clous de la loi, de rester en France. Et ils restent où? Ils restent dans des structures d'hébergement d'urgence, aux frais du contribuable, aux frais de l'État. Donc la loi, c'est la loi. Et le gouvernement doit avoir une politique sur deux jambes. L'accueil des réfugiés politiques, le renvoi des illégaux, des déboutés du droit d'asile et des clandestins. Ça concerne des milliers de personnes. Enfin, Bien sûr. C'est un pont aérien qu'il faut organiser. Est-ce qu'on a les moyens? Mais Monsieur Toussaint, il y a 5 ans, on renvoyait 25% de plus de clandestins dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, on a baissé de 25% les retours. Et alors que la vague migratoire ne cesse de s'accroître, le gouvernement ne peut pas transiger. La loi, c'est la loi. On nous donne souvent en exemple l'Allemagne. Eh bien, en Allemagne, la loi, c'est la loi. Et quand on est hors la loi, on rentre chez soi. Vous faites un tri, malgré tout. Mais je ne fais pas un tri. Vous faites un tri entre ceux qui sont légaux et ceux qui sont illégaux. C'est ce que vous venez de me dire. Mais monsieur Toussaint, ça ne vous choque pas? C'est une question de morale. Vous pensez que c'est bien la prime à l'illégalité? Ça concerne quand même aussi des familles, des enfants. Mais ils ne sont pas en situation régulière. Vous savez que quand vous avez une famille, vous avez droit à une vie familiale normale, vous avez le droit à des titres de séjour. Là, je parle de personnes qui sont reconnues par la France comme devant être reconduites dans leur pays, qui sont en situation d'illégalité. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes en illégalité en Île-de-France. Et on nous dit qu'on n'a pas la place pour accueillir 20 000 réfugiés politiques. Écoutez ce que disait Manuel Valls hier au sujet du statut de réfugié de guerre, et qui répond d'ailleurs par anticipation, d'une certaine façon, à ce que vous venez de dire. On écoute le Premier ministre. Le droit d'asile ne se découpe pas en tranches. Et donc nous devons nous favoriser, en Europe comme en France, avec des règles bien précises. Voilà, on ne découpe pas en tranches le droit d'asile. C'est ce que fait la Convention de Genève. Manuel Valls n'avait pas bien révisé sa Convention de Genève. Est-ce qu'elle n'est pas un peu obsolète? Pourquoi ne pas le dire, au fond? Non, parce que c'est pas quelque chose qui date d'il y a... Monsieur Toussaint, vous ne savez peut-être pas, mais j'ai été la première à tirer le signal d'alarme, alors que le gouvernement regardait ailleurs, sur la situation des chrétiens d'Orient et des minorités persécutées par Daesh. Il y a 2 jours, j'étais avec Jinan, cette jeune femme yézidi qui a été enlevée, qui a vécu pendant 1 an l'enfer comme esclave de Daesh en Syrie. Donc le sujet est simple. Aujourd'hui, nous avons des réfugiés demandeurs d'asile, mais nous avons aussi, et c'est ça la nouvelle situation, des Syriens victimes de guerre, qui ne sont pas forcément persécutés par Daesh, qui ne sont pas forcément des réfugiés politiques. Ça va au-delà. C'est des personnes qui n'arrivent plus à vivre chez eux parce qu'il y a la guerre. Nous sommes prêts à les accueillir. La Convention de Genève le prévoit et je pense que c'est le devoir humanitaire de la France. Mais là, je le dis, nous avons vraiment un système d'hébergement d'urgence qui ne peut plus, qui est à saturation. Le coût pour les maires. Moi, je voudrais parler aussi des maires. On a mis en accusation les mairies. Il faut savoir qu'avant même que l'Europe se saisisse de la question, les maires accueillaient des réfugiés d'Irak et de Syrie. C'est même nous, les parlementaires du groupe des chrétiens d'Orient et des minorités persécutées, qui avions organisé, sans tambour ni trompette, l'accueil des familles de réfugiés politiques. Maintenant, on nous dit qu'il faut aller plus loin. Les maires ne pourront pas faire face à cette situation si Donc vous comprenez les mairies qui aujourd'hui disent non, nous on ne peut pas accueillir, vous n'avez pas de problème avec ça, même lorsqu'il y a une distinction sur la religion, nous n'accueillerons que des personnes qui seront d'origine... Plusieurs choses sur les maires. Il y a des mairies qui sont en capacité d'accueillir parce qu'elles ont encore des places et parce qu'elles sont suffisamment prospères pour le faire. Mais il y a aussi des mairies qui sont aujourd'hui en situation financière désastreuse. Le gouvernement leur a coupé les vivres et ils sont dans une situation où ils ont déjà à accueillir chez eux des sans domicile fixe, des jeunes qui sortent de prison, des femmes battues, vraiment beaucoup de personnes qui sont en situation très précaire. Ces villes-là, elles n'arriveront pas à faire face, sauf si, je le répète, on renvoie les clandestins, les illégaux, qui aujourd'hui sont dans leur structure d'hébergement d'urgence. Donc il faut une politique équilibrée, oui au droit d'asile, oui à l'hébergement, mais non vraiment au laxisme et au non-respect de la loi. Vous n'avez pas répondu sur la distinction avec les chrétiens. Ah bah bien sûr que non, ça n'existe pas. Aujourd'hui, si ça existe, il y a des communes qui l'ont annoncé, non, qui l'ont dit. Mais c'est totalement illégal. Un demandeur d'asile est un demandeur d'asile. Bien. Parlons des élections, pas forcément celles qui vous concernent au premier chef, les régionales, ça sera juste après. Juste les primaires. Je voulais juste vous poser une question. Les femmes, finalement, elles sont assez peu présentes pour l'instant, même si Nadine Morano a dit qu'elle voulait y aller. NKM, pour l'instant, ne dit rien.
Ça sera un critère d'ailleurs pour vous? Ah non, mais moi, j'ai dit, les candidats à tout et à vie, c'est fini. Moi, je suis candidate au régional, à l'Île-de-France. Ouais. J'ai dit que ce serait 100% Île-de-France, que je ne serais candidate ni à la primaire, je ne serais plus députée, je ne serais pas ministre en 2017 si je devenais présidente de région. J'ai dit que je voulais me consacrer 100% à ce magnifique projet qui est de réveiller l'Île-de-France, de la redresser. Oui, non, ma question c'était plutôt est-ce que le parti Les Républicains n'est pas un peu macho? Mais bien sûr qu'il l'est, et comme tous les partis politiques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde d'autre? C'est terrible comme aveu. Non, parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes un certain nombre de femmes que j'envoie au gouvernement, j'envoie chez les Républicains, qui avons décidé que, voilà, on allait faire de la politique comme les hommes et qu'on allait gagner nos galons comme les hommes. Et regardez, dans la région capitale, les Républicains présentent une femme. Oui. Quelles sont les autres régions où une femme est tête de liste? Virginie Calmels, en Aquitaine, Poitou-Charentes. Ça fait 2. Bah oui, ça fait 2, mais au Parti Socialiste, ça fait pas mieux. Hein. Ah ben Non, mais Monsieur Toussaint, il ne faut pas non plus chercher des Je suis femmes... pas en train de vous dire que le Parti Socialiste est exemplaire. mais- Je suis en train de vous poser Allez. la question sur les Républicains et savoir ce que vous, en tant que... Prenons un exemple. Vous femme n'accepteriez et- pas qu'on vous dise laissez votre place à une journaliste parce qu'elle est une femme. Vous diriez je n'accepterai de laisser ma place qu'à quelqu'un de plus compétent que moi. Donc le sujet pour les femmes politiques, c'est d'arriver à prouver par leur travail, par leur parcours, par leur solidité, qu'elles peuvent aujourd'hui briguer les mêmes places que les hommes. Et puis il faut les Il y a aider. Nadine Morano. Donc, Oui, mais Nadine est une femme politique, une vraie. Elle a de l'expérience. Elle n'a rien à envier à certains hommes politiques. on parle des régionales, donc ça approche, hein, c'est au mois de décembre. Évidemment, le dernier sondage publié cette semaine vous met à égalité au second tour, 41% avec la liste de gauche et écologiste menée par Claude Barthelone. Comment se passe votre campagne? Où en est votre projet? Quand allez-vous le détailler et le montrer aux électeurs franciliens? Alors d'abord, moi je sens une formidable mobilisation pour l'alternance. Je détaille mes Ça ne se propositions. voit pas dans le sondage, hein, pardon de vous couper, mais... Bah si, ça se voit. Bah, La région- 41%, vous êtes à égalité. Mais la région est à 55% à gauche, Monsieur Toussaint. Ouais. Je vous rappelle les scores, ça fait 17 ans qu'elle est à gauche, et je vous rappelle les scores des dernières élections où on a, on a perdu à 55-45 les dernières. Donc il y a une formidable mobilisation qui se traduit d'ailleurs dans les sondages, puisque je vous rappelle que dans ce sondage, il y a un tiers des électeurs qui au premier tour souhaitaient voter pour mon équipe. Donc le sujet, c'est simple. Je ne suis en permanence en proposition. Je serai la candidate des propositions concrètes. Il y a une défiance totale vis-à-vis du politique. Et j'ai présenté la semaine dernière mon projet pour les lycées, parce que la région a totalement oublié sa compétence lycée. Les lycées sont vétustes en Ile-de-France. On a une pénurie de profs Alors, qui est dramatique. Une idée, là, pour ceux qui nous regardent, Eh bien- qui sont en Ile-de-France, une idée sur les lycées, par exemple. Eh bien, je vais donner un budget d'autonomie au lycée, de façon à ce qu'ils puissent avoir une politique d'innovation pédagogique, lutter contre l'échec scolaire, faire plus de langues, plus de numérique, tout ce qu'ils ont envie de faire, je leur donnerai l'autonomie. Mais une autre idée, Un peu le modèle des universités que vous aviez développé. pas tout à fait, parce que ce sera en fait pour l'innovation pédagogique, mais une autre idée. Nous sommes en pénurie de professeurs. Cette pénurie de professeurs en Ile-de-France est une bombe à retardement. Je propose que les professeurs qui s'engageraient à servir pendant 5 ans dans un lycée en pénurie puissent avoir accès au logement, au parc de logement de la région qui aujourd'hui est réservé aux fonctionnaires régionaux. Et à propos de cette situation du logement, puisqu'on a parlé des migrants, moi je voudrais dire quelque chose. En Ile-de-France, il y a des dizaines de milliers de franciliens qui attendent depuis des années un logement. C'est une situation très singulière. On est en situation de mal-logement chronique. Alors je le dis au gouvernement, oui à l'hébergement des réfugiés, mais non à un droit prioritaire d'accès au logement contre, avant, des franciliens qui, eux, attendent depuis des années. Ça, ce ne serait pas juste. Alors, et ce serait un problème de cohésion sociale. Voilà un sujet absolument essentiel, en effet, pour beaucoup de régions, mais notamment pour l'Île-de-France, le logement. Ce matin, Libération fait sa une sur l'encadrement des loyers, avec ce titre. Pourquoi ça marche? Est-ce qu'il faut rendre hommage à Cécile Duflot? Mais moi, je ne crois pas du tout que ça marche. Je pense que... Le scénario catastrophe annoncé par certains, par l'opposition, par certains professionnels de l'immobilier ne s'est pas produit. Bah si, en Ile-de-France, il s'est produit. On a gelé complètement la construction. Le nombre de constructions est en berne en Ile-de-France. Il faut, et dans mon projet, ce sera un gros
volets. Il faut reconstruire l'Île-de-France. Oui, on a surtout vu, pardon, rester sur l'encadrement des loyers, on a surtout vu une baisse des loyers, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Alors elle est pour l'instant de 1%, je crois, mais enfin, c'est déjà quand même un soulagement pour tous les locataires. Ils sont extrêmement nombreux en Île-de-France. Mais est-ce que vous savez, Monsieur Toussaint, qu'elle a profité en réalité beaucoup plus aux locataires des logements les plus chers qu'aux classes moyennes? C'est le paradoxe. Mais le sujet n'est pas là. La baisse des loyers, elle n'est qu'éphémère. L'encadrement des loyers ne provoquera une baisse des loyers qu'éphémère si on ne construit pas davantage. La demande de logement en Île-de-France, elle est chronique. Le mal-logement est chronique. Il faut construire. C'est pour ça que j'ai créé un club des maires reconstructeurs et que je vais les aider. Mais il faut aussi en Île-de-France, et c'est une priorité, casser les ghettos. On a une Île-de-France qui est une terre fracturée de toutes les inégalités. On a des villes dans lesquelles il y a plus de 70% de logements très sociaux. On ne peut plus intégrer dans ces villes, les populations. On ne peut plus faire fonctionner l'ascenseur social. Donc moi, je vais, avec les maires... les villes qui ne respectent pas la loi sur les 25%. Non, monsieur. Il y en a beaucoup aussi en Île-de-France, on le sait bien. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-unes. Non, oui, il y en a quelques-unes et ça n'est pas bien et il faut qu'elles respectent la loi. Mais il faut aussi les aider à trouver du foncier sur leur territoire. Mais au-delà de ça, moi, je suis pour qu'on respecte la loi. Mais je suis pour que la mixité sociale soit dans les deux sens. Et je le dis, moi, si je suis présidente de région, je ne financerai pas des logements très sociaux dans des villes qui en ont déjà plus de 30%. Je demanderai à ce qu'on construise du logement intermédiaire pour les classes moyennes et de l'accession sociale à la propriété. La mixité sociale, c'est dans les deux sens. Ce que la gauche a oublié, c'est que la mixité sociale, ça devait marcher dans les deux sens pour que dans les écoles, on puisse accueillir tout type de population et qu'on puisse tirer vers le haut toutes les personnes des milieux populaires, tous les étrangers qui arrivent en France et qui veulent s'intégrer. 3 images pour terminer, 3 images que je vous demande de commenter. On va regarder ensemble tout d'abord. Ah, ça c'est quelqu'un que vous aimez bien, c'est Angela Merkel. Alors vous avez dit dans une interview à Closer, il me semble, il faut une Merkel en France. Bah, c'est vous ou pas alors? Vous parliez de vous. C'était une façon de parler de vous comme ça, indirect, et de vous mettre à son niveau. Non. Faites-nous l'explication de texte. Non, ce que j'aime chez Angela Merkel, c'est sa solidité. C'est sa solidité, sa capacité à réformer et c'est son autorité naturelle. Et je trouve qu'effectivement, vous me parliez du manque de femmes en politique, elle fait ce qu'elle dit ce qu'elle fait, elle ne fait pas d'effet d'annonce, elle n'est pas dans les sbroufs, elle ne va pas faire comme Manuel Valls des grandes déclarations pour dire que les étrangers en situation irrégulière doivent rentrer chez eux et puis après oublier sa promesse. Elle ne va pas faire comme François Hollande, dire j'inverse la courbe du chômage et rien inversé du tout, ou je vais baisser les impôts et en fait les augmenter. Elle est crédible, elle est solide et elle est authentique. Et c'est ça qui manque peut-être à la politique française. Alors, était-ce une faute, une erreur de com, un couac, je ne sais pas, on peut appeler ça comme on veut. Souvenez-vous, vous étiez allé nettoyer un ancien campement rom en Seine-Saint-Denis et on vous avait entendu lâcher une phrase qui a fait un peu parler, qui a fait un peu le buzz, comme on dit. Vous aviez dit, c'est bien, il faut une femme pour faire le ménage. Ça avait été beaucoup repris par le Petit Journal notamment. Est-ce que vous regrettez d'avoir dit ça ? Et non seulement je ne le regrette pas, mais je l'assume. Le sujet de la propreté est considéré par les hommes politiques de la région Île-de-France comme un sujet secondaire. Mais la première responsabilité de la région, c'est de faire venir des investisseurs en Île-de-France et de créer de la richesse. Valérie Pécresse, là, moi je vous interroge sur le fait d'avoir dit il faut une femme pour faire le ménage, comme si c'était les femmes qui devaient forcément faire le ménage. Mais j'ai pas du tout dit ça. Ça a été compris comme ça. Mais monsieur Toussaint, je n'ai pas du tout dit ça. J'ai dit rien de tel qu'une femme pour faire le ménage, pour se saisir du sujet de la propreté. Oui, mais ça a été compris, vous voyez ce que je veux dire. Non, monsieur Toussaint, je vais vous dire ce qui s'est passé. Parce que ça, c'est une plaisanterie. Quand Ségolène Royal a dit « il faut une femme pour faire le ménage en politique », tout le monde a dit « ah là là, quelle femme fantastique, quelle féministe ». Quand une femme de droite dit « enfin, une femme pour s'occuper du sujet de la propreté, qui est la condition première de la dignité d'un territoire et de l'attractivité d'un territoire », on dit « ah là là, quelle horreur ». Donc vous assumez alors ? Est-ce que vous n'avez pas une vision un peu biaisée des femmes de droite? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un délit de faciès? Moi, je vais vous dire, je suis viscéralement féministe. J'ai défendu les femmes tout au long de ma carrière politique. J'ai lutté contre le harcèlement, j'ai déposé un projet de loi. Quand j'étais ministre de la Recherche, j'ai donné des congés de maternité aux doctorantes, j'ai féminisé les jurys de concours. Je suis viscéralement féministe. Et c'est pour ça qu'il faut une femme à la tête de la région Île-de-France, parce qu'il faut une région propre. Dernière question. Téléphone, alors 3/4 du groupe Téléphone se reforme ce soir pour un concert exceptionnel au Point éphémère à Paris. C'était un peu. Vous êtes fan d'ailleurs de ce groupe? Oui. Ah oui, d'accord. Moi aussi, je rêve d'un autre monde. Ah. Et Cendrillon. C'est vous.
Non, c'est pas moi. Je sais pas, c'est vous qui l'avez dit. Non, mais c'est En tout cas, une chanson culte. S'ils se reforment, vous irez les voir. S'ils se reforment vraiment, si d'autres concerts ont lieu, vous essayerez d'aller les voir. Ah ouais, j'adorerais aller les voir. On est nombreux dans ce cas. Merci beaucoup Valérie Pécresse. Bonne journée à vous. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité avec Alice Darfeuille.